Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Donc, il est des rencontres que l'on fait dans sa vie et qui en modifient son cours. C'est ce qui m'est arrivé en rencontrant Jean Dosset à la fin des années 70. Alors, je vais vous montrer deux photos qui résument un petit peu des rapports que j'ai eus avec Jean Dosset. Cette photo, je l'ai prise, a été prise fin des années 70, avant l'attribution de son prix Nobel, et je l'ai choisie parce qu'elle montre plusieurs choses, et notamment en fait, elle montre très bien l'enthousiasme que nous avions tous à travailler à ses côtés, et on peut observer, du moins moi j'observe, de façon manifeste l'humanité rayonnante de Jean Dosset. Alors juste pour vous situer où a été prise cette photo, elle a été prise dans le musée des moulages à l'hôpital Saint-Louis, où chaque année Jean Dosset faisait une cérémonie pour les donneurs de sang volontaires qui lui étaient très fidèles et qui croyaient en son génie, comme d'ailleurs nous tous. La diapositive suivante, elle m'est aussi très chère parce que c'est la dernière fois que j'ai rencontré Jean Dosset, c'était il y a 2 ans, à Palma de Mallorca, où la Société espagnole d'immunologie avait donc organisé un symposium en son honneur et avait invité Edgardo Carosella et moi-même à lui rendre hommage. Et c'est à ce moment-là réellement que je réalisais combien il avait été toujours mon maître et comment je serais toujours fier d'avoir été son élève. Alors, Jean Dosset était un grand créateur, un visionnaire. On l'a dit, il était très curieux du savoir scientifique et très rapidement, alors qu'il était en train de travailler sur les molécules HLA, il pensait que pour comprendre la fonction d'HLA, il fallait absolument avoir une idée précise du récepteur qui interagissait avec ces molécules. Et c'est pour cela qu'il m'a envoyé très tôt, dans les années 80, dans un laboratoire bostonien où j'ai eu la chance de participer à l'une des équipes qui a identifié le récepteur spécifique des lymphocytes T. Et depuis, en fait, je n'ai pas arrêté de traquer des récepteurs qui pouvaient aussi reconnaître les molécules de classe 1 du complexe majeur d'histocompatibilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un récepteur particulier, qui est le récepteur CD160, et dont je pense qu'il joue un rôle dans la physiopathologie associée à l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Alors, il y a à peu près une quinzaine d'années, était décrit à la surface des lymphocytes NK un grand nombre de récepteurs nouveaux qui étaient spécifiques pour les molécules de classe 1 du complexe majeur d'histocompatibilité. Et pour faire court, il a été décrit du point de vue structure 2 types de ce récepteur, ceux qui appartiennent à la famille des immunoglobulines
et dont les gènes sont localisés sur le chromosome 19. Il n'existe pas d'équivalent de ces récepteurs chez la souris. On les appelle communément des récepteurs KIR. Et un autre type de récepteurs ont été décrits. Ils appartiennent plutôt à la famille des lectines C, et dans ce cas-là, nous les appelons les KLRC. Et les gènes qui codent pour ces récepteurs sont localisés sur le chromosome 12 chez l'homme et 6 chez la souris. Alors, si l'on revient sur les lymphocytes NK, dans le sang circulant d'un individu normal, elle comprend deux sous-populations distinctes du point de vue phénotypique et fonctionnel. Il existe une sous-population extrêmement majoritaire, elle correspond à 90% des lymphocytes NK, qui se caractérise phénotypiquement par l'expression de CD16, qui n'est autre que le récepteur pour le fragment FC des immunoglobulines, par une expression majoritaire donc, de ces récepteurs KIR, et fonctionnellement, elles correspondent donc aux lymphocytes cytotoxiques spontanés. Coexiste à côté de cette population NK majoritaire, donc une population extrêmement minoritaire, dont la caractéristique est de ne pas exprimer le récepteur CD16, de plutôt exprimer les récepteurs KLR, et dont la fonction n'est absolument pas cytotoxique, mais plutôt immunorégulatrice, qui passe par la sécrétion d'un grand nombre de cytokines. Alors, pour faire schématique, donc, la fonction effectrice spontanée des lymphocytes NK est sous le contrôle de récepteurs inhibiteurs, qui soient KIR ou KLR, dont la spécificité est principalement les molécules de classe 1 classiques et non classiques. Et associés donc à ces récepteurs inhibiteurs, il existe des récepteurs dits activateurs, dont la principale caractéristique est que leur spécificité est indépendante des molécules de classe 1. Et donc, de façon générale, la fonction effectrice naturelle des lymphocytes NK est sous le contrôle de récepteurs inhibiteurs et aussi sous le contrôle de récepteurs activateurs. Et en situation normale, les signaux inhibiteurs sont dominants et vont avoir pour conséquence de museler la fonction effectrice des lymphocytes NK. Par contre, en situation pathologique, les signaux activateurs vont être dominants et à ce moment-là, le lymphocyte NK va pouvoir opérer sa fonction de cytotoxicité et de production de cytokines. Donc, au même moment que se décrivaient donc, ces récepteurs à la surface des lymphocytes NK spécifiques des molécules de classe 1, mon laboratoire décrivait sur ces mêmes lymphocytes NK un récepteur que nous avions appelé initialement le récepteur BY55 et auquel nous avons donné par la suite le numéro 160 dans la nomenclature CD. Alors, de façon brève, nous avons montré que ce récepteur était donc distinct des récepteurs précédemment cités, car nous avions montré qu'en plus d'être exprimé sur les lymphocytes NK cytotoxiques, il était exprimé sur une sous-population de lymphocytes TCD4+, CD8+, au cours de l'activation. Il s'agit d'un récepteur qui est ancré à la membrane par une liaison phosphatidylglycane. Il correspond à un glycopeptide de 159 aminoacides qui possède un seul domaine de type immunoglobuline et surtout, il est exprimé à la surface de la cellule sous forme trimérique. Enfin, le gène qui code pour CD160 est localisé sur le chromosome 1 chez l'homme. Alors très vite, nous avons réalisé
que le récepteur CD160 était spécifique des molécules de classe 1 du CMH. Et ici, à titre d'exemple, donc je vous montre que donc un tétramère HLA-CW3 en cytométrie en flux donc est capable de lier les cellules JUR4 lorsque celles-ci étaient transfectées avec un codon, avec un plasmide qui code donc pour la molécule CD160. Et de façon inverse, lorsque nous construisions une molécule chimérique soluble CD160 flag, on pouvait montrer en cytométrie en flux que CD160 soluble était capable donc de se fixer sur la lignée trophoblastique JAR lorsqu'elle était transfectée avec un codon, avec un plasmide qui code pour HLA-CW3. La lignée ici et la lignée parentale JAR qui n'exprime absolument pas les molécules de classe 1 n'était pas capable de lier CD160 solubles. Alors, très récemment, il y a 2 ans, était publié par une équipe concurrente américaine dans la revue Nature Immunologie que CD160 était capable de lier le récepteur, enfin la molécule HVEM, qui n'est autre donc qu'un récepteur qui appartient à la famille des TNF récepteurs. Or, ce que nous montrons ici, c'est que le CD160, tel que nous l'avions décrit initialement en 1993, qui est exprimé sous forme trimérique, ici il est exprimé dans JUR4, et vous avez vu qu'il était capable de lier les molécules HLA-CW3, et bien il n'est pas capable, donc cette molécule CD160 n'est pas capable de lier la molécule HVEM. Alors ces résultats sont apparemment contradictoires, car nous venons de montrer que le CD160 sous forme monomérique ou dimérique, que nous venons juste de mettre en évidence à la surface des mastocytes, sont capables de lier HVEM. Alors, nous avons ensuite voulu savoir quelle était la conséquence fonctionnelle lors de l'interaction entre CD160 à la surface des lymphocytes NK et les molécules de classe 1 à la surface des cellules cibles. Alors très rapidement, ici nous avons utilisé une lignée cytotoxique NK92 qui exprime CD160. On montre que NK92 est capable donc de lyser la cellule K562 qui est donc la lignée de référence pour être sensible à la lyse NK. Et ce que nous montrons, c'est que lorsqu'on préincube ces cellules effectrices avec un anticorps anti-CD160, eh bien on inhibe partiellement cette cytotoxicité. Alors, la lignée K502 que nous avons utilisée dans le test montré dans la diapositive précédente se trouve être, du moins la lignée que nous avons dans notre laboratoire, il se trouve qu'elle exprime un peu de molécules de classe 1 et notamment et surtout HLA-C et HLA-E et pas du tout du HLA-A et du HLA-B. Ce que montre cette diapositive, c'est que lorsqu'on préincube les lignées K502 avec un anti-HLA-E, eh ben, on inhibe partiellement la fonction cytotoxique aux cellules NK92. Donc clairement, ces résultats semblent indiquer que l'interaction de CD160 à la surface des cellules cytotoxiques NK92 avec HLA-C à la surface de K502 est responsable donc de la fonction effectrice cytotoxique des cellules NK92. Alors, pour résumer un peu l'ensemble du travail qui a été publié depuis maintenant une dizaine d'années, c'est que donc nous décrivons un récepteur CD160 à la surface des lymphocytes NK qui est un récepteur autoréactif. Et en situation normale, ce récepteur CD160 est sous le contrôle de récepteurs inhibiteurs. Et ces récepteurs inhibiteurs peuvent être de 2 types, soit de la famille KIR2DL ou ILT2 lorsqu'il s'agit d'HLA-C, soit de type lectinique comme CD94, NKG2D qui interagit avec HLA-E.
Alors, nous avons par la suite mis en évidence qu'au cours de l'activation, il y avait d'autres isoformes de CD160 qui s'exprimaient. Et notamment, nous avons pu mettre en évidence donc un transcrit nouveau qui apparaît au cours de l'activation des lymphocytes NK, et la séquence de ce transcrit révèle que toute la partie extracytoplasmique de ce CD160 transmembranaire correspond donc au CD160 GPI. Et que la partie transmembranaire, ici, qui possède un acide aminé chargé positivement et qui pourrait permettre l'association à une molécule adaptatrice, cette partie transmembranaire correspond tout simplement au peptide qui est délété lors de la liaison phosphatidine-inositol-glycane du récepteur CD160 GPI. En ce qui concerne c'est ici la séquence transmembranaire. En ce qui concerne le domaine cytoplasmique, il est codé, nous avons montré qu'il était codé par l'exon 5 du gène CD160, que ce CD160 transmembranaire ne peut pas exister chez la souris parce que cet exon 5 murin possède deux codons stop qui ne permet pas donc d'avoir un CD160 transmembranaire fonctionnel. Et en plus, ce que révèle donc cette partie cytoplasmique, c'est qu'il existe un motif susceptible d'être phosphorylé sur une tyrosine et qui est assez homologue à un autre récepteur NK activateur, qui est le récepteur NK80. Alors, pour vérifier ou pour démontrer que ce transcrit CD160 transmembranaire avait bien une réalité protéique et était exprimé à la surface des cellules, donc nous avons fabriqué des anticorps de lapin que nous avons immunisés, donc avec des peptides synthétiques, l'un correspondant à une séquence qui est ici en bleu proximale donc de la partie membranaire, et l'autre correspondant à une séquence qui était intracytoplasmique. Alors nous montrons qu'effectivement, ces anticorps de lapin étaient capables de réagir avec des cellules JUR4 où nous avons fait exprimer le CD160 transmembranaire, et par contre ne réagissaient pas avec les cellules JUR4 qui expriment le CD160 GPI. Ici, nous montrons sur des lymphocytes NK fraîchement prélevés de donneurs sains que ces cellules NK expriment bien donc le CD160 GPI. Par contre, elles n'expriment pas ce CD160 transmembranaire, et que ce CD160 transmembranaire apparaît au cours de l'activation de ces cellules par de l'interleukine 2, et que nous pouvons voir assez tardivement, au jour 10, donc une sous-population de lymphocytes NK qui exprime franchement ce récepteur CD160 transmembranaire. Et de façon concomitante, il y avait une diminution de l'expression du CD160 GPI. Ici, c'est juste pour vous montrer que ce CD160 transmembranaire est exprimé comme le récepteur CD160 GPI sous forme trimérique et que le poids moléculaire apparent est de 100 kDa. Ensuite, nous avons voulu savoir si la partie cytoplasmique de ce récepteur CD160 transmembranaire, à elle toute seule, était responsable donc de la fonction de ce récepteur. Alors, ce que nous avons réalisé, nous avons construit une protéine chimérique qui consiste en la partie extracellulaire et transmembranaire de CD8, associée donc à la partie intracytoplasmique de récepteur CD160. Et nous avons donc fait exprimer cette protéine chimérique dans deux types de JUR4, une lignée JUR4 sauvage et une lignée JUR4 qui était mutée pour LCK. Et ce qu'on montre, c'est que seules les cellules JUR4 sauvages, donc, qui expriment ce récepteur chimérique, voient leur prolifération augmenter
lorsqu'elles sont activées avec un anticorps CD8. Alors cette prolifération, certes, n'est pas très importante, elle représente 30 à 35%, mais ce qui est important, c'est que cette augmentation de prolifération est suivie, est associée donc à une induction de la phosphorylation d'ERK. En fait, pour faire bref, donc la partie cytoplasmique du CD160 transmembranaire induit une signalisation via l'engagement du récepteur CD160 qui est dépendante de LCK et qui induit la phosphorylation d'ERK. Alors, étant donné que la mise en évidence donc, de ce récepteur CD160 transmembranaire n'a pas pu être réalisée sur des cellules fraîchement prélevées de patients et que nous avions pu uniquement la mettre en évidence sur des lymphocytes NK activés pendant un certain temps, pour démontrer son existence réelle, in vivo, nous avons recherché son expression dans diverses pathologies humaines. Et comme CD160 est exprimé sous forme GPI et sous forme transmembranaire, nous avons étudié l'expression de CD160 à la surface donc, de patients atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Alors, je vous rappelle donc qu'il s'agit d'une maladie qui touche les cellules souches hématopoïétiques et qu'elle est due à une mutation acquise, somatique acquise du gène PIGA et dont la conséquence donc, est le blocage de la synthèse des récepteurs liés à la membrane par une liaison phosphatidylinositol-glycane. Il existe deux manifestations cliniques de l'HPN. Il y a la manifestation clinique que l'on appelle classique, qui est très hémolytique et thrombosante, et une manifestation que l'on appelle syndrome aplasie HPN et qui se manifeste par une aplasie médullaire associée à l'expansion d'un clone GPI. Alors, pour étudier l'expression des deux isoformes de CD160 à la surface, c'est bon, à la surface donc, des lymphocytes NK, nous avons produit deux anticorps monoclonaux différents, l'un que l'on a appelé CLR2 et qui reconnaît la forme GPI, l'autre que l'on a appelé CLR3 et qui reconnaît uniquement la forme transmembranaire. Alors, ce que nous avons, avec ces deux anticorps, ce que nous avons pu mettre en évidence, c'est d'une part, donc, sur les lymphocytes NK de patients HPN, il y avait une diminution de l'expression donc, du CD160 GPI, ceci est tout à fait normal, et cette diminution est d'autant vrai que lorsqu'on la compare donc, à son expression sur des lymphocytes NK de donneurs sains. Par contre, ce que nous avons pu mettre en évidence, c'est l'expression constitutive du récepteur CD160 transmembranaire à la surface de ces lymphocytes NK de patients PNH, alors que je vous rappelle, ce récepteur CD160 transmembranaire n'est pas retrouvé à la surface des lymphocytes NK circulant chez les individus sains. Et l'expression du CD160 transmembranaire à la surface de ces lymphocytes NK d'HPN n'est pas due à leur état d'activation, parce que lorsqu'on regarde l'expression de NKp44 sur ces lymphocytes NK, NP44 étant un marqueur lui aussi qui est exprimé au cours de l'activation, et bien ces lymphocytes n'expriment pas NP44. Nous avons ensuite, il était important de savoir si l'expression du CD160 transmembranaire à la surface des lymphocytes de patients HPN était due à une compensation de la défaillance de l'expression de l'isoforme GPI. Or, nous montrons ici que ceci n'est pas le cas, parce que lorsque on regarde donc les cellules NK qui expriment le CD160 transmembranaire, elles sont de façon majoritaire, pour 85%, ce sont des lymphocytes NK GPI positifs que l'on identifie grâce à l'anticorps anti-CD59. Donc nous avons ensuite voulu savoir si ce récepteur était fonctionnel.
Et nous montrons ici très brièvement qu'effectivement, l'engagement de CD160 transmembranaires à la surface de ces lymphocytes PNH était capable donc d'induire le relargage des granules sécrétoires que l'on mesure grâce à l'expression de CD107. Bon, ce relargage est faible, mais il faut savoir que ces patients sont traités par de la cyclosporine. Et donc, ces résultats clairement indiquent que CD160 est fonctionnel sur les lymphocytes NK de patients atteints d'HPN et qui pourrait participer à l'autocytotoxicité. Et en fait, c'est ce que nous pensons. Nous pensons que CD160 est un récepteur qui est responsable en partie ou totalement de l'aplasie médulaire, parce que lorsqu'on cultive les lymphocytes de patients fraîchement prélevés de patients d'HPN, il suffit de quelques instants pour mettre en évidence ici la destruction de cellules autologues, ceci est réalisé en cytométrie en flux, et que lorsqu'on agrège le CD160 transmembranaire, on accélère la mort cellulaire que l'on peut mettre en évidence grâce à un marquage 7-AAD. Donc, ces résultats nous permettent de faire l'hypothèse que probablement le récepteur CD160 transmembranaire est impliqué dans l'aplasie d'HPN, et cette hypothèse est soutenue par l'observation que les souris qui sont générées pour être chimériques pour la forme GPI, en fait, n'induisent pas l'aplasie médulaire, et nous pensons que cette absence d'induction de l'aplasie médulaire est due au fait que les souris n'expriment pas le récepteur CD160 transmembranaire. Enfin, en conclusion, donc, je voudrais préciser les points suivants, que CD160 est exprimé à la surface des lymphocytes NK sous deux formes, l'une ancrée à la membrane, l'autre sous forme transmembranaire, que la forme GPI est exprimée sur les lymphocytes NK du sang périphérique, alors que la transmembranaire est exprimée au cours d'une activation prolongée ex vivo. CD160, GPI et transmembranaire sont identiques dans leur partie extracellulaire et sont tous deux spécifiques des molécules de classe 1A et 1B du CMH. Ils correspondent à des récepteurs activateurs de la fonction, la fonction effectrice des lymphocytes NK. CD160 transmembranaire est exprimé de façon constitutive à la surface des lymphocytes NK du sang des patients atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne, et nous pensons que l'engagement du récepteur CD160 transmembranaire à la surface des lymphocytes NK de ces patients induit une autocytotoxicité pouvant conduire au syndrome aplasie HPN. Et je finis en remerciant l'ensemble des collaborateurs qui ont travaillé sur ce sujet. Dans mon unité, principalement Jérôme Giustiani et Anne-Marie Cardine. À Toulouse, principalement Philippe Lebouteiller. À l'hôpital Saint-Louis, toute la partie HPN a pu être réalisée avec Gérard Saussier. À Londres, avec Samir Agraval. Et au Dana-Farber Cancer Institute, avec Gordon Freeman. Voilà, merci.